m'a paru intéressant dans le cadre de cette présentation de faire un point sur les données issues de la littérature scientifique concernant notamment les examens disponibles pour ce diagnostic et la surveillance des pathologies liées à l'amiante. Ce sera rapide puisque certains points viennent notamment d'être évoqués. Ensuite, de faire un point sur la réglementation avant d'évoquer ces recommandations de bonne pratique. Alors, on a bien vu que l'ensemble des examens qui sont l'IRM, le TEP-scan, le FR, la scintigraphie, la cytologie d'expectoration et l'échographie n'ont pas de place dans le cadre de ce dépistage. Seuls deux outils ont ou avaient leur place, la radiographie pulmonaire et le scanner thoracique. Concernant les lésions interstitielles et les plaques pleurales, dans le cadre du dispositif d'SPP expérimental que vous avez présenté le professeur Perron, ont été comparées les performances de ces deux examens. Et on peut constater pour les anomalies interstitielles que la sensibilité de la radiographie pulmonaire est modeste, seulement de 20%. Et concernant les plaques pleurales, cette sensibilité est également assez faible, puisqu'elle n'est que de 22,5%. Ceci explique donc que le scanner thoracique, dans un objectif médico-légal, est recommandé, notamment pour la reconnaissance de ces anomalies en maladie professionnelle. Concernant le dépistage du cancer bronchopulmonaire primitif, comme on vient de l'évoquer, la radiographie pulmonaire n'a pas sa place puisque depuis bien longtemps, aucune étude n'a montré l'intérêt de cet examen dans le cadre du dépistage de cette pathologie, puisque aucune étude n'avait montré un gain en termes de réduction de la mortalité spécifique par ce cancer. En revanche, concernant le scanner thoracique, comme on vient de le mentionner, l'étude NLST, qui, je le rappelle, avait été réalisée chez plus de 50 000 sujets fumeurs ou ex-fumeurs à plus de 30 paquets années, on avait réalisé un dépistage annuel de ce type de cancer par scanner ou radiographie thoracique dans 2 bras pendant 3 ans. Et cette étude a permis de retrouver une... Je ne sais pas si c'est... problème avec une réduction de 20% du risque de cancer bronchopulmonaire primitif dans le bras qui avait bénéficié d'un dépistage annuel par scanner thoracique hélicoïdal spiralé par rapport aux bras de patients qui n'avaient bénéficié que d'une radiographie thoracique. Alors, que dit la réglementation ? Donc, en matière de surveillance post-exposition, qui concerne bien entendu les sujets toujours en activité professionnelle, auparavant, c'était l'arrêté du 13 décembre 1996 qui recommandait la réalisation d'un examen clinique, de FR et d'une radiographie pulmonaire de face à l'embauche, puis une surveillance qui reposait sur un examen clinique réalisé de façon annuelle et sur une radiographie pulmonaire de face tous les 2 ans et des explorations fonctionnelles respiratoires également tous les 2 ans. Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 2 mai 2012 qui, quant à lui, n'a pas du tout formalisé le contenu de la surveillance médicale des sujets ayant été exposés à l'amiante, mais qui laisse en revanche, qui laissait le médecin du travail juge de ces modalités en se référant aux recommandations de bonne pratique. La loi travail de 2016 a quant à elle mis en œuvre ce suivi individuel renforcé en cas d'exposition du salarié à ce risque et préconise un examen médical d'embauche réalisé par le médecin du travail sans contenu formalisé, donc c'est laissé à sa propre appréciation. C'est lui également qui détermine la périodicité de ce suivi, sans que celui-ci ne puisse dépasser 4 ans. Et une visite intermédiaire est réalisée par un de ses collaborateurs, donc infirmière en santé au travail ou encore collaborateur médecin ou interne en médecine, au plus tard 2 ans après la première visite. Donc il faut retenir globalement que sur le plan réglementaire, le contenu de la surveillance post-exposition à l'amiante n'est pas formalisé.
En matière de suivi post-professionnel, qui concerne bien entendu les sujets retraités, inactifs ou demandeurs d'emploi, c'est toujours l'arrêté du 6 décembre 2011 qui est en vigueur et qui préconise la réalisation d'une consultation médicale et d'un scanner thoracique en se référant aux recommandations d'audition publique du 19 janvier 2010 et au protocole d'imagerie mis en place de façon conjointe avec la Société française de médecine du travail, la Société française de radiologie et la Société française de pneumologie en octobre 2011. Donc, concrètement, il existait des recommandations issues de la conférence de consensus de 1999 qui concernait l'élaboration d'une stratégie de surveillance médicale clinique des personnes exposées à l'amiante. Reste de ces recommandations, de cette conférence, les catégories d'exposition qui sont toujours actuellement utilisées. Donc, elle définissait les expositions importantes à l'amiante comme des expositions certaines, élevées, continues et d'une durée d'au moins 1 an. Et les expositions certaines, élevées, discontinues pendant une durée supérieure ou égale à 10 ans. Des expositions faibles qui correspondent aux expositions passives et les expositions intermédiaires qui regroupaient l'ensemble des autres situations. En ce qui concerne la périodicité et le début des examens, ces recommandations ne sont plus du tout à utiliser. Ce sont maintenant les recommandations de l'audition publique du 19 janvier 2010 sur la surveillance post-professionnelle, j'insiste, puisque ce ne sont pas des recommandations qui concernaient la surveillance post-exposition. Et surtout, ce sont des recommandations qui ne concernent absolument pas le dépistage du cancer bronchopulmonaire primitif. Donc, parmi ces recommandations, l'une d'entre elles, la recommandation 14, recommandait comme examen de référence le scanner thoracique, que ce soit pour le diagnostic des pathologies non malignes qu'on vient d'évoquer précédemment, que sont les plaques pleurales pariétales, la fibrose pleurale viscérale ou encore l'asbestose, donc la réalisation de cet examen. Il a été bien mentionné, et c'est à mon avis un des messages clés qu'il faut retenir, qu'il n'existe aucun bénéfice médical démontré à effectuer un dépistage par scanner thoracique des pathologies malignes, donc mésothéliome pleural, péritonéal ou encore de la vaginale, testiculaire, du cancer bronchopulmonaire, du larynx ou de l'ovaire, mais également des pathologies bénignes liées à l'amiante. Donc aucun bénéfice médical à dépister l'ensemble de ces pathologies. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais compte tenu des dispositifs indemnitaires concernant ce type d'affection, le scanner thoracique est proposé dans le cadre de ce suivi post-professionnel. Il a été mentionné et recommandé de délivrer au sujet une information spécifique sur cet examen, portant notamment sur ses bénéfices attendus, mais aussi sur ses conséquences en termes de morbi-mortalité, et également des explorations diagnostiques qui pourraient découler d'un diagnostic éventuel de nodules pulmonaires, par exemple. Il a été également recommandé de recueillir un consentement écrit et signé. Donc ce scanner thoracique est proposé aux sujets qui ont été exposés de manière active pendant au moins 1 an, avec une latence en fonction de l'importance de l'exposition, donc une latence minimale de 20 ans pour les expositions fortes qui ont été donc décrites dans le cadre de la conférence de consensus de 1999 et une latence minimale de 30 ans pour les expositions intermédiaires. Lorsque ce scanner est normal, il est recommandé une périodicité de 5 ans pour les expositions fortes et de 10 ans pour les expositions intermédiaires. Donc il a bien été répété qu'il n'existait pas d'indication pour les explorations fonctionnelles respiratoires ni pour la radiographie pulmonaire en systématique dans le cadre de ce suivi. Je ne reviens pas sur les caractéristiques du scanner thoracique qui vous ont été présentées par le professeur Laurent. Il a été recommandé d'effectuer une double lecture de ce scanner par des radiologues qui ont satisfait une obligation de formation appropriée.
et la nécessité d'un troisième lecteur expert en cas de discordance entre ces deux radiologues. On peut conclure, en tout cas, que cette surveillance post-exposition, qui n'est pas formalisée réglementairement, devrait suivre ces recommandations de SPP en matière d'examen complémentaire à réaliser, et donc le scanner thoracique. Alors maintenant, une transition, puisque nous allons évoquer d'autres recommandations qui sont celles assez récentes qui ont été mises en œuvre en 2015 par la Société française de médecine du travail, la Société de pneumologie de langue française et la Société française de radiologie sur la surveillance médico-professionnelle des sujets exposés à des agents cancérogènes pulmonaires dans le cadre de leur profession. Il a bien été recommandé, en tout cas redit, qu'il n'était pas utile d'utiliser la radiographie thoracique ni la cytologie conventionnelle des expectorations couplées à la radiographie pulmonaire dans le cadre du dépistage du cancer du poumon. Et il a été recommandé de mettre à jour les modalités du suivi médical post-professionnel. Concernant les travailleurs à cibler, le groupe de travail a recommandé de réaliser une expérimentation dont on vous parlait précédemment, chez des sujets pour lesquels on a eu une exposition documentée et avérée à des cancérogènes professionnels qui augmentaient de manière importante le risque de cancer bronchopulmonaire primitif, c'est-à-dire pour un risque de cancer bronchopulmonaire supérieur au risque de la population blessée du NLST. Donc voici le tableau estimant ce risque de cancer bronchopulmonaire primitif lié à la fois au tabac et à des expositions professionnelles avec en orange foncé un niveau de risque supérieur à 60, donc qui concerne notamment les sujets exposés à l'amiante à un niveau intermédiaire pendant plus de 10 ans et qui ont fumé plus de 30 paquets années, à un niveau d'exposition fort à l'amiante pendant moins de 5 ans avec un tabagisme à plus de 30 paquets années, un niveau d'exposition à l'amiante fort, donc plus de 5 ans, pour cette fois, excusez-moi parce que c'est décalé, voilà, un tabagisme à 20 paquets années et non pas 30. Comment ? Reste plus près du micro si tu peux. Pardon. Excusez-moi. Donc un niveau d'exposition à l'amiante fort pendant plus de 5 ans et un tabagisme d'au moins 20 paquets années, en présence d'asbestose et d'un tabagisme de plus de 20 paquets années, et en présence de plaques pleurales en cas de tabagisme de plus de 30 paquets années. Voilà, ceci est repris dans ce tableau. Il est également recommandé dans le cadre de ces propositions d'inciter et d'orienter les sujets fumeurs éligibles ou non à ce dépistage, à une prise en charge, à un sevrage tabagique. Ce qu'il est important également de retenir, c'est qu'en dehors de l'expérimentation donc, qui va être menée, les experts ne recommandent pas ce dépistage chez les travailleurs qui ont été exposés professionnellement à des cancérogènes professionnels. Il me semble également important de retenir que dans l'attente des résultats de l'expérimentation qui va être menée, ce sont bien les recommandations de l'audition publique du 19 janvier 2010 qui doivent s'appliquer concernant notamment les critères d'exposition retenus et les sujets concernés par ce suivi post-professionnel ou post-exposition.
En conclusion, on peut rappeler que la surveillance post-exposition va permettre d'identifier des expositions résiduelles et de prodiguer des conseils de prévention. Comme je l'indiquais dans une diapositive précédente, la surveillance post-exposition devrait suivre les recommandations de SPP en termes d'examen à réaliser. Ces modalités sont bien adaptées aux affections bénignes et à l'amiante, mais n'entrent pas dans le cadre du dépistage du cancer mucopulmonaire primitif et dans les perspectives. Donc ce projet d'expérimentation qui va être mené dans certaines régions françaises pour déterminer la faisabilité et l'efficacité de la réalisation d'un scanner thoracique annuel en vue de dépister le cancer mucopulmonaire chez des sujets ayant été exposés à des cancérogènes respiratoires, donc des sujets fumeurs ou ex-fumeurs, et notamment à des cancérogènes respiratoires qui est l'amiante. Voilà, je vous remercie.